Alors, bonjour et bienvenue à la Commission de l'aménagement du territoire du 2 novembre 2023. Bonjour, monsieur. Excusez, j'en profite pour saluer les gens qui rentrent en masse dans la salle. Donc, séance du 2 novembre, c'est une séance extraordinaire qui a été ajoutée à l'agenda parce qu'en fin d'année comme ça, on a souvent beaucoup de dossiers qui doivent être traités avant les fêtes. Donc, on voyait qu'on n'y arriverait pas. Donc, je me présente, Geneviève Laroche, présidente de la Commission de l'aménagement du territoire. Je vous présente aussi les membres de la commission. Donc, à ma droite, M. Claude Charron, Mme Fernande Dallouze, j'ai Mme Danielle Bertol à ma gauche, qui est aussi vice-présidente, et j'ai Mme Christelle Lefebvre. Des équipes aussi, on est en moins grand nombre aujourd'hui parce qu'il y a aussi le congrès des urbanistes qui se tient à Sherbrooke, donc qui monopolise beaucoup des forces vives du SPGT. Mais j'ai avec moi Mme Émilie Audet, la directrice adjointe du service de la planification et de la gestion du territoire. Nous avons aussi avec nous Mme Prisca Gilbert, qui est conseillère principale au contenu. C'est-tu correct? Là? Je l'étudie. Oui. Bon. Et nous avons bien sûr avec nous aujourd'hui, nouvellement, qui est nouvellement secrétaire à la direction au service de la planification et de la gestion du territoire, Caroline Bérard. Bérard, j'ai bien dit ça. Et nous avons pour une dernière fois Mme Sophie Bussière qui était avec nous auparavant, qui est venue pour faire la transition. Alors, merci d'être présent. Et nous avons aussi en ligne, évidemment, Mme Lynne Dansereau qui va nous présenter le premier point à l'ordre du jour et Mme Véronique Anger qui est à la direction générale, donc qui est directrice adjointe pour plusieurs services, dont le service de la planification et de la gestion du territoire. Donc, aujourd'hui, à l'ordre du jour, quelques points. Vous avez pu en prendre connaissance. On a le portrait de l'évolution des périmètres d'urbanisation, qui est un dépôt qu'on doit faire annuellement. C'est c'est un protocole qu'on doit suivre. On va revenir aussi sur l'Assemblée générale annuelle. D'ailleurs, prenez note là, que dans l'ordre du jour, ça va être inversé. Ça va être notre deuxième point. Donc, lors de l'Assemblée annuelle, on va regarder le compte rendu, mais surtout aussi, on va parler de plan d'action pour la prochaine année. Et en dernier point, donc à 11 heures, nous reviendrons sur les logements additionnels. Alors, suite aux consultations et au retrait du projet de règlement, on va rediscuter des possibilités de modification dans le but de déposer un nouveau règlement qui va tenir compte aussi des consultations qui ont eu lieu. Donc, est-ce que ça vous convenait comme ordre du jour? Oui, parfait. Vous avez pris le temps aussi de lire le procès-verbal de la séance publique du 19 octobre dernier. Est-ce que ça vous convenait aussi? Parfait. Merci. Donc, ça nous amènerait à notre premier point. Je tiens à dire quand même, je le rappelle là, pour ceux qui nous écouteraient pour une première fois, que la commission de l'aménagement du territoire est une commission consultative, donc que notre mandat est d'émettre des recommandations au conseil municipal. Donc, nous ne sommes pas décisionnels, mais bien consultatifs. Le but, c'est de faire des échanges et des débats de fond pour recommander des dossiers au conseil municipal. Donc, premier dossier, portrait de l'évolution des périmètres d'urbanisation et des zones de développement résidentiel au 31 décembre 2022. Alors, c'est Mme Lynne Dansereau qui va nous présenter le point qui est la chef de division planification, réglementation et patrimoine. À vous, Mme M Dansereau. Merci Madame Laroche de l'introduction. Bonjour, chers membres de la commission. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous présenter en deuxième lieu la carte le portrait de l'évolution des périmètres d'urbanisation des zones de développement résidentiel. Je vais vous faire un petit topo du dossier, puis après, on s'attardera plus précisément à la carte. Est-ce que vous voyez bien mon écran? La carte est partagée. Parfait, merci. Alors, portrait de l'évolution des périmètres d'urbanisation des zones de développement résidentiel au 31 décembre 2022. C'est une obligation là, que la Ville s'est donnée dans le règlement 1204 concernant les ententes, les contributions rattachées à des travaux, de présenter un bilan annuel des travaux des constructions réalisés dans l'année dans les zones prioritaires de développement, les zones d'expansion urbaine, puis les zones d'expansion urbaine à long terme. Les zones rouges, ce sont les zones prioritaires de développement. Les zones
zones bleues, les zones d'expansion urbaine et les zones ocre, les zones d'expansion urbaine à long terme. On parle souvent du rouge, bleu, ocre dans notre jargon à la ville. Ce bilan-là doit présenter, entre autres, les superficies construites et les superficies transférées au cours de l'année, mais en 2022, il n'y a pas eu de superficie transférée, donc ça ne fait pas partie du bilan 2022. Donc, au 31 décembre 2022, le portrait est le suivant. Il y a eu dans les zones prioritaires de développement une superficie de 11 hectares construite sur 231 hectares total disponibles. Donc, il reste 220 hectares, peut-être pour le bénéfice de... Je vais juste, désolée, aller au tableau. J'ai un petit ajustement d'écran. Voyons, c'est comme si je ne retrouve pas le tableau que je voyais tantôt. Document PDF. Il est là. Bon, je vais y aller verbalement. Là, je ne sais pas pourquoi, quand je zoome, je perds le tableau. Tantôt, j'étais capable de le faire. Donc, il resterait la superficie disponible fin de l'année 2022 de 220 hectares dans les zones rouges. Pour ce qui est des zones d'expansion urbaine, les zones bleues, il y avait en début d'année 373 hectares. Il y en a 15 qui se sont développés ou qui ont été construites. Donc, il reste en fin d'année 358 hectares. Et pour les zones d'expansion urbaine à long terme, les zones ocre, il n'y a eu aucune superficie développée dans les zones ocre. Il faut comprendre que dans les zones ocre, il y a un mécanisme qui fait que d'abord, pour aller dans ces zones-là, il faut une modification schéma. Et donc, c'est des zones qui sont pour le développement à plus long terme. Aussi, ce qu'il faut comprendre là, quand on regarde les superficies développées ou construites, c'est celles qui comprennent, c'est des superficies brutes. Ça comprend les bâtiments, les rues, passages piétonniers, bassins de rétention, les parcs, milieux humides, compensation, enfin tout ce que peut comprendre une superficie développée. On dit que c'est une superficie brute, c'est pas juste les hectares consacrés à l'habitation ou au commerce, à l'industrie, si on veut. Donc, dans les zones rouges et les zones bleues, il y a eu 629 unités de logement qui ont été construites, mais le total des unités de logement construites en 2022 sur l'ensemble de la ville, donc non seulement dans les zones rouges et bleues, mais dans ce qu'on appelle, nous, l'intérieur du périmètre urbain, les zones grises, c'est un total de 1331 unités de logement construites. Ce qui veut dire qu'il y a eu 47 des unités qui ont été construites dans les zones rouges et bleues. Donc, à peu près 50 dans les zones de développement prioritaire puis dans les zones d'expansion urbaine, les zones rouges et bleues. Je vais maintenant justement aller dans vous montrer le plan plus précisément. Dans la légende, vous voyez, quand on a du rose, c'est les superficies qui ont été construites au cours de l'année 2022. Le bleu pâle, c'est les superficies construites dans les zones d'expansion urbaine. Puis les autres couleurs, je les ai nommées tantôt. Puis sans grande surprise, là, je vais aller zoomer sur certains secteurs. J'espère que je ne vous donne pas trop le tournis. Sans grande surprise, là, ce sont les principaux plateaux de développement où il y a les plus grandes superficies qui ont été construites, notamment le plateau Mercury. Je vais aller à 3 secteurs là, qui, visuellement, ont capté mon attention. C'est là où il y a eu le plus de superficie construite. Carré Belvédère et je remarquais également le boulevard René Lévesque. Donc, ce que je viens de vous mentionner constitue le bilan
des superficies construites, là, de l'évolution des périmètres d'urbanisation et des superficies construites dans les zones de développement résidentiel au 31 décembre 2022. Alors, il est présenté à la commission, il faut qu'il soit déposé également au conseil municipal. Ça met fin à ma courte présentation. Merci beaucoup, Madame Dansereau. Je pense que vous l'aviez bien nommé, là, mais c'est important de faire la distinction parce que, comme on dit, dans ces zones de développement-là, ce sont vraiment des nouvelles rues, donc des zones qui viennent étendre notre superficie urbaine. Donc, c'est quand même une minorité de logements. C'est 629 logements qui ont été construits, mais ça ne veut pas dire que c'est 629 unités de logements qui ont été construits. Au contraire, on a beaucoup plus, on a plus construit en proportion à l'intérieur même du cadre déjà bâti, donc pour un total de 1331 unités de logement. C'est important de faire la distinction. Donc, quand on va dans ces zones-là, c'est qu'on ouvre des nouvelles rues, c'est qu'on étend nos réseaux à ce moment-là, mais bien sûr à l'intérieur du périmètre urbain. Est-ce qu'il y avait des questions pour Mme Dansereau, des membres, des commentaires? Tout était clair. Moi, je dois pour la résolution, parce que comme le disait Mme Dansereau, il faut le déposer. Donc, à ce que vous aviez dans le sommaire décisionnel pour la recommandation, j'aurais une petite modification à faire, c'est-à-dire un ajout. À la fin, on nomme dans la dernière phrase que le bilan annuel des travaux et constructions réalisés dans les zones prioritaires de développement, les zones d'expansion urbaine, les zones d'expansion urbaine à long terme soient déposées au conseil municipal pour l'année 2022 et c'est ça l'ajout, et qu'il soit annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Donc, ce serait l'ajout que nous proposons. Est-ce que ça vous convient? Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Dansereau. Ça mettrait Ça m'a fin fait plaisir. à ce point. Donc, ça nous amènerait tout de suite au point 10.1.1, dépôt du compte-rendu de l'Assemblée annuelle de la Commission de l'aménagement du territoire et de son plan d'action révisé. Vous savez que dans notre règlement, les commissions doivent tenir une assemblée annuelle de bilan à chaque année. Nous, la nôtre a eu lieu le 5 octobre dernier à l'Humano District, donc sur la rue Galt-Ouest. On avait présent là, plus d'une cinquantaine de personnes, autant des gens des équipes, mais beaucoup de gens aussi du monde de la construction, donc des promoteurs aussi au BNL ou coop. On avait différentes personnes comme ça qui s'intéressent à l'aménagement du territoire qui étaient avec nous. Donc, on a tenu la rencontre. Oui, on a fait un bilan, mais ensuite, on a eu aussi des discussions. Dans notre compte rendu, ça fait état aussi des plus grands points qui sont ressortis des discussions. Si j'avais à le résumer, je pense que ce qui a été beaucoup nommé, c'est qu'on avait besoin de clarifier et de simplifier nos outils et de les mettre à jour, surtout nos outils urbanistiques, qu'il y avait beaucoup d'enjeux en ce moment avec une réglementation qui est souvent désuète, donc une vision qui veut nous amener quelque part, mais des outils urbanistiques ne vont pas dans la même direction, donc ça causait beaucoup de difficultés quand on s'est développé. Je pense que le compte-rendu fait bien état de ça, mais on a aussi profité pour aller voir un peu ce que les gens avaient à dire en termes de mobilité, les besoins qu'on aura et c'est quoi la vision qu'on devrait se donner en mobilité. Au niveau de la densification aussi, des milieux de vie, c'est quoi les conditions gagnantes pour la densification, ainsi que... J'ai un blanc. Pas le troisième table. J'ai dit mobilité, densification. Participation. Ah, participation citoyenne, ben oui, là, non le moindre. Comment faire participer encore mieux la population à travers, entre autres, la grande démarche qu'on va lancer, parce que c'était aussi l'occasion de lancer officiellement la démarche pour aller vers un plan d'urbanisme qu'on n'a pas en ce moment, parce qu'on a un schéma plan. Donc, ça a été l'occasion de vraiment concrétiser aussi, de lancer cette démarche-là et d'inviter les gens à y participer. Donc, vous pourrez lire un petit peu plus en détail dans le compte rendu de l'Assemblée annuelle si vous le souhaitez, mais pour les membres, est-ce que ça reflétait bien ce que vous avez lu? Mme Bertha était à distance, fait que vous n'avez peut-être pas tout entendu. Je sais que c'était un peu, mais est-ce que ça reflétait bien les discussions qu'on a eues? Est-ce que vous... Je ne me prononcerai pas trop, là, mais ce que j'entendais, c'était correct, mais Oui. pour le reste, je ne peux pas Oui. peux pas me prononcer. Et c'est sûr que nous, on était aussi en sous-groupe, là. Fait que moi, ce que j'ai vu pour la mobilité, c'était exactement ce qu'on avait discuté en groupe. Parfait. Merveilleux.
Non, c'est ça. On est parti des résumés des tables aussi là, pour faire ça. Fait que ça correspondait bien. Parfait. Donc, ce qui nous amène aussi, parce que comme je le disais, on en a profité pour lancer la démarche plan d'urbanisme, qui a été aussi, ben là, il reste le volet budgétaire à traiter en conseil municipal, mais on sait qu'on se lance dans une grande démarche, que c'est nécessaire, que ça va demander beaucoup de ressources. Je pense qu'un des points qui était ressorti, c'est aussi qu'il faut que ça se passe rapidement. Donc, il faut pas demander aux équipes déjà qui sont en place de faire ça en plus de leur charge, mais qu'on mobilise vraiment des ressources pour un plan d'urbanisme. Et évidemment, ça demandait aussi que la Commission de l'aménagement du territoire ne soit pas trop éparpillée dans ses objectifs aussi. Donc, dans ce qui nous est proposé, je ne sais pas si, Mme Bérard, vous pouvez afficher Est-ce qu'on pourrait la enlever la carte de diapositive. Mme Dansereau, s'il Oui, vous on plaît? pourrait départager la carte de Mme Dansereau et on va plutôt mettre la proposition pour le plan d'action 2024 de la CAT. Je vais attendre que ce soit affiché. Oui, 2024 de la CAT. C'est un bon départ de slam, ça. Mais je ne me permettrai pas, Mme Bertrand. Oui, c'est vrai, c'est moi la présidente. Donc, vous allez voir, on est passé d'un plan d'action là, qui avait près d'une vingtaine d'actions. On a réduit ça, mais ça ne fait pas une charge nécessairement de travail moins grande. Au contraire, vous allez comprendre qu'avec justement l'objectif ambitieux de livrer un plan d'urbanisme en 2 ans environ, il faut aussi prendre les moyens pour que la Commission de l'aménagement du territoire centre ses objectifs. Donc, ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est essentiellement que la Commission de l'aménagement du territoire travaille sur le plan d'urbanisme. Donc, dans les actions qui sont proposées, c'est de traiter, vous savez qu'au plan d'urbanisme, on a 6 thématiques, mais il y en a certaines qui vont être traitées par d'autres commissions. Mais à la Commission de l'aménagement du territoire, on aurait 4 des 6 thématiques du plan d'action à voir. Donc, je vais vous faire la lecture quand même. Recommander les lignes directrices du plan d'urbanisme en lien avec la thématique habitation, milieu de vie et communauté. Recommander les lignes directrices du plan d'urbanisme en lien avec la thématique mobilité et transport. Recommander les lignes directrices du plan d'urbanisme en lien avec la thématique agriculture et ruralité, en partenariat avec la Commission de développement économique, car on sait qu'entre autres, le plan de développement de la zone agricole est de charge, mais ici, il y a un aspect aussi territorial, donc on va le travailler ensemble, et ainsi que recommander les lignes directrices du plan d'urbanisme en lien avec la thématique patrimoine, architecture, culture et paysage. Donc, les 2 autres thématiques, on a celle du développement économique qui, évidemment, serait traitée par la Commission du développement économique, et on a celle des milieux naturels qui serait aussi traitée à ce moment-là par la Commission de l'environnement. Fait que voilà, c'est ce qui est proposé aujourd'hui comme plan d'action pour la prochaine année pour la Commission de l'aménagement du territoire. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Oui, Mme Lefebvre. Ben, vous avez déjà un peu répondu, c'est que les 2 autres thématiques seront vues en d'autres commissions. Mais ça aurait été le fun qu'on m'informe que ça doit être dans mon plan d'action parce que ça n'a pas été fait. Non. Vous n'avez pas entendu? Je dis que ça ne figure pas dans mon plan d'action de commission. Donc, mais on va l'ajouter, pas de problème. OK. Oui, mais c'est frontière, mais ça avait été discuté. Moi, j'étais sûre que le pont. Ça, on savait que ça allait venir dans une des rencontres, mais que ça était attribué dans le plan d'action de l'autre. Ça y a manqué un petit bout, je pense. OK. Mais c'est pas grave, là, c'est juste une technicalité. C'est juste que j'allais justement demander à quel moment on regarde le développement économique. Je savais que ça allait venir dans une des rencontres de la commission, mais bon. Oui, tout à fait. Donc, Mais je pense que on pourra en discuter. Je on pense va, que on ça va fait fine-tuner discuter tout à ça, toutes sortes de. Oui, tout à fait. comme disent les Chinois. Oui, exact. Mais oui, il va falloir qu'il soit donc ajouté. Mais normalement, il y a eu des discussions. Monsieur Cadieux est au courant aussi. Normalement, ça a été discuté, mais on pourra revenir là-dessus sur le comment parce qu'on a encore aussi à identifier les dates, l'échéancier plus précis, comment ça va se passer. Parce qu'évidemment, c'est du travail quand même qui va toujours se faire en partenariat avec le C'est ça. SPGT qui va avoir la vue dans Mais je sais Ouais. que ce sujet-là va se faire en février.
ça, je le sais. Mais que ça devait être dans notre plan d'action, ça, je ne le savais pas. Madame Luce? Ben, en fait, moi, je suis contente de voir ça. On avait discuté ça au comité exécutif avec les présidences de commissions qu'on aimerait. Et puis, je pense que ça partit beaucoup d'une discussion générale qu'on a là, à la ville en termes des priorisations, là, de voir, nous, on veut réaliser plein de choses, mais on a entendu aussi de la part des services là, de l'organisation, ben, il va falloir prioriser. Si on veut vraiment aboutir et réaliser nos projets, il va falloir qu'on priorise. Et je pense que ça partit beaucoup de cet exercice-là de priorisation. Et je vois beaucoup là, dans les actions proposées pour la 4 là, qu'on se concentre vraiment sur nos priorités par rapport à l'aménagement du territoire et planification. Fait que je suis vraiment contente. Puis, c'est Madame Bertol, une ancienne main à Madame Lefebvre. Parlez-vous de moi? Une ancienne? Non, non. C'est une ancienne main, Madame Lefebvre, mais là, je lui donne Merci, Madame la Présidente. Effectivement, l'année 2024 sera une année charnière pour ce qui est de la CAT, avec la réalisation, ou tout au moins le début d'une confection d'un plan d'urbanisme. On se souviendra que les élus du conseil municipal s'étaient réunis en lac à l'épaule et ce qui était ressorti de ce lac à l'épaule-là, entre autres, était, oui, une planification stratégique, mais également de mettre sur pied un plan d'urbanisme. Tout le monde était unanime à ce niveau-là. Et nous sommes extrêmement privilégiés et chanceux à la ville de Sherbrooke d'avoir Mme Anger, Véronique de son prénom, à la DGA, pour justement mettre en place ce plan d'urbanisme alors qu'elle le comprend très bien et ce sera facile pour tout le monde de bien le comprendre au moment venu où elle aura à l'expliquer et à voir avec vous et avec nous, et on va participer, tous les élus et tout le monde impliqué, à justement la création de ce plan d'urbanisme. Je sais que c'est une grosse dépense pour les 3 prochaines années. On le verra au PQI. De toute façon, on va en discuter jeudi et vendredi prochain. Il y aura une présentation également le 7 novembre prochain de ce plan d'urbanisme, ou tout au moins la mise en place du plan d'urbanisme. Donc, on se doit d'aller en tant que conseil municipal responsable dans cette direction pour que l'on arrête de travailler avec un plan d'aménagement, avec un plan, ça devenait trop compliqué. On pourra contrôler tout à l'intérieur du plan d'urbanisme. Maintenant, il est peut-être utopique de penser que ça va se faire en 2 ans. Faut pas mettre trop de pression pour tout le monde, mais on cheminera avec ce plan d'urbanisme. Si ça en prend 3, ben ça en prendra 3, mais tout au moins, il sera bien fait, il sera adapté à la ville de Sherbrooke, aux réalités de 2023, 24, 25 et dans le futur. Alors, c'est une bonne nouvelle. Puis, ça va aider tout le monde, que ce soit la population, que ce soit les promoteurs, que ce soit les gens qui viennent investir à Sherbrooke, que ce soit nous en tant que service à la population pour bien s'orienter puis qu'on aille tous dans le même soin. Alors, je pense que c'est une grosse année pour la CAT. On annoncera d'autres choses bientôt aussi, mais on est là, puis bravo et de se lancer là-dedans. Puis l'important, c'est que ça aille de l'avant, puis on le verra lors du prochain budget. Merci beaucoup, Madame Bertol. D'ailleurs, oui, effectivement, ça veut dire que si la Commission de l'aménagement du territoire se concentre sur ce gros morceau qui, je pense, est essentiel, ça veut dire qu'il y aura d'autres choses à venir. On va revenir aussi au conseil municipal pour soumettre une proposition parce qu'on a encore aussi des dossiers de développement à gérer, bien évidemment, mais on voulait s'assurer que la commission est vraiment là pour parler vision puis travailler 100% sur le plan d'urbanisme, mais il y aura évidemment une proposition sur la table qui sera suggérée pour avoir une bonne efficacité aussi au niveau des dossiers de développement, parce que c'était le souci, c'est ce qui est ressorti beaucoup pendant notre Assemblée générale annuelle, à savoir, ben, est-ce que on va pouvoir continuer à faire avancer des dossiers pendant le plan d'urbanisme ou si ça va tout arrêter? Et la réponse est oui, il y a des dossiers qui vont continuer à cheminer pendant le plan d'urbanisme. Et c'est pour ça qu'on va revenir au conseil municipal avec différentes propositions pour le fonctionnement en urbanisme pour la suite. Donc, voilà pour ce point-là. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? On a un petit peu d'avance. Ben,
c'est plus ou moins une bonne nouvelle parce qu'on a notre intervenante de 11 heures, en fait, notre intervenante pour les logements additionnels se libère seulement pour 11 heures. On va devoir faire une petite pause, malheureusement. Je pensais qu'on aurait beaucoup à dire. Ah, qui? Ah, Madame Dansereau? Oui, j'ai communiqué avec, madame Côté, puis, je pense que vraiment là, elle organisait, elle, ce matin, une conférence dans le cadre du congrès de l'Ordre des urbanistes. Elle m'a pas répondu, mais je lui ai dit qu'on avait un petit peu d'avance, puis je lui ai demandé de se joindre à nous aussitôt que possible. Parfait. Donc, on va prendre une petite pause, puis dès le retour de Madame Côté, on va pouvoir. De toute façon, on avait aussi des invitations. Il y a certains élus qui voulaient se joindre à nous, mais à distance. Donc, ils ont reçu le lien, mais ils vont se connecter à 11 heures. Donc, on ne pourra pas de toute façon beaucoup devancer, là. Donc, on va se prendre une petite pause et on revient tout de suite après.
C'était 2015, c'était 2016, avec les jeunes. Ouais, ça, c'est le syndicat, là. Alors, ton syndicat, là, ton boss de syndicat. Puis, les gens aussi. On n'est pas sur le syndicat. Quel Benoît? Ah, qui est à notre arrondissement. Ah, OK. Ah oui. Un bon gars, là. Un caractère. Moi, oui, tu me dis, je dis pas pareil. Mais, Pas citoyen. ben, collaborer, genre, faire raison, puis, mais oui, ils disent que je sais ça. Ah, oui. J'étais dans le pays avant. Mais j'avais eu le lien. Je lui dis, ah oui, à côté, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Elle connaît l'histoire de l'arrondissement. C'est pour ça que ça a ben oui, c'est pour ça que ça a fait arriver les gens-là à l'arrondissement. Avec ça, les trucs, ça doit être fini. C'est à côté, ça. Ouais, ouais. Je vais aller chercher dans un service qui est quand même plus compliqué. Oh. Ah non, c'est Je sens un petit peu du tout. ben, tu sais, peu importe dans quelle organisation tu es, tu fais ça. Oui, je sais que pour secrétaire adjoint d'administration, c'est des éléments clés dans. Ben, ça dépend, c'est ce qui passe. C'est ce qui passe. Oui, parce que tout passe par là. Là, je fais. Non, ben, tu sais, je ne vais pas dire que c'est quand même là. C'est content pour eux, mais. C'est même plus que les autres.
Ah, on dit ça aussi les CDE. Les CDE ont permis la plante pour la police. Alors, on va voir ah oui, que tu allais bien. On déjà travaillé avec Philippe Toussaint, puis ouais. Ça nous a rassurés parce que ça allait bien. Ça fait quelques fois que ça change depuis 900. Ben oui, c'est ça. Pas les reprocher. OK. Donc, il va y avoir plusieurs. Ça se mange chez musical, c'est pas des plus. Est-ce que du lunch dans le traitement? Tellement bon. Ah oui? Oh, c'est quoi? Un plateau de toutes sortes d'affaires, là, des crevettes panées, mais pas frites. Après ça, on avait des pétons en appetizer, tu sais, genre, tous des petits appetizers. Tartare de saumon. Pas de robe. Mon Dieu. Non, non, mais. Pas de fait. Non, non, c'est un repas. Il mange juste le champagne. Mais c'était correct. Oui, il y a de la vache, du fromage, il y avait des légumes, une bonne salade. Tu as manqué un bon lunch, Fernanda. Et à midi, tu as manqué un bon lunch. Au CE. Ah ouais, je suis désolée. J'étais au bout hier. Non, c'est bon, mais c'était bon. C'était quoi? Ah ouais, c'était quoi? Ben, je sais à faire, là, tu sais. Des petites crevettes, mais pas frites. Fait qu'on va répéter. Ben, il doit en rester. Non, mais on peut le répéter, par exemple. Moi, moi j'adore ça comme. Ouais, c'était un genre de picassé. J'aime ça. Et Sylvia disait que c'était moins cher que le boîte à lunch. Bon. Ah oui, on peut changer définitivement le boîte à lunch. Ben, je pense que c'était le poivron rouge. Je ne sais pas si c'était. Les crevettes, ils sont mis dans la rivière parce que ce soit pavé. Il devait être petit. Chose à la carte de période du garage. Nathalie Bourgeois, elle dit ah, ça me donne, il était super bon. Ça, vous n'avez rien entendu en haut, là. Hey, c'est pas grave, on fait mes amis. Non. Pendant qu'il fait super beau, tu sais. Les 48. Comment ça, Madame la Présidente? Vous avez mal calculé votre temps cette fois-ci, là. On débat pas mal tout le temps. Ah. Non, mais cette séance-là, il y a plein de points qui ont été entrés à dans. Et c'est surtout le fait que le poignet avec 11. Puis on ne pouvait pas le faire. On aurait pu approuver. Mettons, là, c'est allé. Vu qu'on se ramasse devant quelque chose qui est comme on attend. Est-ce qu'on aurait pu approuver le PV? Toi, tu pensais que c'était ton extraordinaire ou c'était l'autre PV? Ah non, mais c'est les deux. On aurait pu approuver les deux PV par courriel. Ah non, mais moi, c'est le joint de cette OK. Puis le niveau des périmètres de réalisation qu'on allait faire ici. Jusqu'au début, on avait 2 autres dossiers. Ah, OK. Mais tu sais, je me disais dans l'absence de dossier. Ben, le joint de cette c'est Non, parce que nos 2 autres séances qui restent, parce qu'il y avait juste 2 avant les faire. On faisait craquer. Fait que si on ne faisait pas le joint de cette mais on ne revenait pas marchand.
nous ramène des pétanques. De la rivière. Non, mais il y a peut-être quelque chose de sucré un peu. C'est ça que je vais regarder. Je voulais pas avoir les plateaux. Les pains un petit peu. Oui, oui. OK. Ouais. C'est mieux que de faire. Ouais.
Ah oui, hein? Ah oui, Ça va, vous pourrez pas trop? ça va, ça va. Elle vient à Saint-Élie. Sinon, ben, il est Il y a Saint-Élie partout chez nous. mais je pense que ça fait pas, mais c'est la. Moi, je suis collée d'une enfant, ici, mais ça quand j'ai pas fini de voir que ça m'aime. Il y a toujours un décalage dans les passages. Moi, je vais arriver, T'arrives en ville, puis alors, qu'il n'y a plus rien. Nous, oui, ah, vous êtes au congrès? Ah, juste toi, Stéphanie? Toi, c'est moi qui là hier. J'en prendrai pas, Ouais, c'est ça, mais j'avais un bloc patrimoine ce matin, la présentation, c'est pour ça que. Ah ouais. Ah, c'est toi l'invité. Ah, d'accord, je te prie. J'étais la présente, L'animatrice, l'animatrice. Oh, oh, oh. celle qui annonce les panélistes. Bon. Michel Beauchamp a fait ça hier. Hein, Michel, ah oui? Oui. Il est sorti de ça avec Tatania. un passionné. Hein. Oui, mais il avait dit qu'il était ouvert. Ben, il avait été choisi. Ouais, avant ça. Oui, c'est ça, ça s'organise à Londres. Alors, Ouais. J'espère que c'était Pablo. Oui, il est en loin, puis chaque fois qu'il rentre, il prend son crayon bleu, noir, il va. Ah oui, c'est vrai. C'est bien. Bon ambassadeur. C'est bon. Geneviève. C'est bon, oui. Madame Laroche, pardon. Ah, c'est correct. Je l'avais pas eu. Donc, on va pouvoir reprendre la séance. Désolée pour le petit intermède, là. La prochaine fois, j'amènerai de la musique au moins pour mettre une musique de fond. Donc, ça nous amènerait au point de 11 heures et non le moindre. Retour du point sur les logements additionnels, mandat pour procéder à une modification réglementaire, juste pour vous remettre en contexte avant qu'on se lance dans les discussions et dans la présentation et les discussions. Donc, nous avions travaillé précédemment là, à la Commission de l'aménagement du territoire sur un premier projet de règlement pour autoriser les logements additionnels. Donc, il a été déposé, il a donc été aussi en consultation pour avoir l'impression des citoyens. Il y a eu des consultations dans chacun des arrondissements. Il y a plusieurs commentaires qui sont ressortis.
Oui, il y a aussi des gens qui exprimaient leur désaccord, mais il y a eu aussi beaucoup de gens qui exprimaient des craintes à laquelle on croit qu'on peut apporter des modifications qui vont permettre de répondre un peu à ces craintes-là. Donc, ce qui a été fait en conseil municipal, c'est de retirer le premier projet de règlement parce que les modifications, certaines des modifications qui avaient été suggérées par des citoyens ou par des membres du conseil ne pouvaient pas être intégrées à même le premier projet de règlement. Donc, si on voulait pouvoir intégrer ces commentaires-là, on devait absolument le retirer et le redéposer. Donc, c'est ce qui a été décidé par une majorité au conseil. Ça n'a pas fait de l'unanimité, mais c'est une majorité de gens qui ont décidé de vouloir vraiment travailler à modifier le règlement. Bien sûr, ça venait avec aussi des conséquences, c'est-à-dire que le premier projet de règlement est arrivé avant le projet de loi 16 qui modifie la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Maintenant, depuis ce temps, maintenant qu'on retravaille sur un nouveau règlement, il y a dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme une clause qui fait que tout ce qui est logement additionnel, donc unité d'habitation accessoire ou logement additionnel, est permis et est exclu, n'a pas besoin d'avoir l'approbation référendaire, ce qui était le cas avant. Donc, le souhait en faisant ça, c'est de pouvoir permettre une densification douce dans nos villes. Et je pense que de notre côté, ce qui a vraiment guidé le choix de retirer, ce n'est pas d'enlever une voix aux citoyens, mais bien de pouvoir offrir le meilleur règlement possible avec les améliorations dont on va discuter aujourd'hui. Alors, petite introduction, mais je laisse Madame Stéphanie Côté qui se joint à nous, qui est agente de projet en urbanisme au service de la planification et de la gestion du territoire, nous présenter un petit peu. Il y avait déjà eu aussi plusieurs discussions sur les différentes modifications qu'on pouvait proposer pour le projet de règlement. Donc, on va en faire un résumé. Il y a des propositions qui seront sur la table, puis ensuite, on prendra le temps de les discuter et de tenter de donner une orientation pour l'élaboration du nouveau projet de règlement. Alors, Madame Côté. Oui, donc merci beaucoup pour l'introduction. Je vais vous partager la présentation. En fait, je suis partie de ce qui avait été présenté au comité plénier au conseil municipal. Donc, vous allez voir, en fait, ça, c'est ce qui avait été, ce que Madame Laroche mentionnait, en fait, là, que les projets de règlement avaient été retirés. Donc, le tableau qui avait été présenté au comité plénier, c'était en fait 10 dispositions qu'on avait regardées, à savoir est-ce qu'on y va avec une modification ou non. Le premier élément, on avait amené au premier projet aucune case de stationnement exigée pour les logements additionnels intégrés et détachés. Et c'est un point qui était maintenu, en fait, là, qu'on on ne modifiera pas au prochain projet de règlement. Donc, on n'ajoute pas de cases exigées là, dans le prochain projet de règlement. Le deuxième élément, c'était la superficie maximale de 70 mètres carrés pour le logement additionnel détaché. Ça aussi, c'est un élément qu'on souhaite maintenir, en fait, pour le prochain projet de règlement. Ça exclut le garage attaché. Si, par exemple, c'est une unité là, avec un garage au premier étage, là, si on veut, puis un logement au niveau supérieur. Le troisième élément, c'était d'exiger une preuve que le propriétaire occupe le bâtiment principal ou le logement additionnel à titre d'adresse principale comme propriétaire occupant. C'était une modification qui avait été demandée pour le deuxième projet de règlement. Par contre, c'était trop important comme modification pour venir le faire au deuxième projet. Donc, ce qu'on fait, c'est que ce qu'on vous propose, étant donné que propriétaire occupant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exiger. On l'avait vérifié pour la location de chambre, en fait. Fait que c'est le même principe là, pour les logements additionnels. On peut y aller, par contre, avec la notion de résidence principale pour l'un des deux occupants. Puis, je vous propose en fait des modifications qui seraient à apporter au règlement si on veut y aller avec cette notion-là de résidence principale. Bien, premièrement, il faudrait ajouter la définition de résidence principale. Donc, ça signifie la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales
et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement. Et l'autre élément, ce serait d'ajouter un point autant pour les logements additionnels intégrés que pour les logements additionnels détachés, qui exige que l'une des deux unités doit être occupée par une personne dont ladite unité constitue sa résidence principale. J'espère que vous comprenez le concept, là, que c'est clair pour vous, là, mais on ne peut pas exiger que ce soit la résidence principale de l'une des deux unités, là, en fait, que ce soit un propriétaire occupant, pardon. Prochaine diapo, on parlait des distances des lignes de terrain pour un logement additionnel détaché. Ça aussi, il n'y avait pas de modification qui avait été demandée pour le deuxième projet. Donc, on maintient ce qu'on avait déjà proposé pour un bâtiment accessoire existant qu'on transforme en unité additionnelle détachée. S'il n'y a pas d'ouverture vers les limites de terrain, on est à 0,9 m. S'il y a des ouvertures, on est à 1,5 m. Et par rapport au bâtiment principal, 0,9 m. Puis quand c'est une nouvelle habitation, c'est 1,5 m des lignes de terrain. Le cinquième élément, c'était que ce soit uniquement à l'intérieur du périmètre urbain. Ça aussi, c'est un élément qu'on souhaite maintenir parce qu'on avait déjà discuté le fait de le permettre en zone rurale, par exemple, ça serait un projet qu'on pourrait présenter dans un deuxième temps et que là, pour le moment, on se limite en fait à tout ce qui est situé à l'intérieur du périmètre urbain. Le sixième point, ça concernait le règlement sur les usages conditionnels. Certains commentaires avaient été émis lors des consultations publiques sur le fait que en fait, que c'était seulement les unités additionnelles détachées qui étaient soumises au règlement sur les usages conditionnels, mais que les agrandissements d'un bâtiment principal devraient l'être aussi. C'est ce qu'on vous propose en fait de rajouter. Tout ce qui est agrandissement d'un bâtiment pour l'implantation d'une unité additionnelle intégrée, que ce soit soumis au règlement sur les usages conditionnels. Là, pour faire ça, en fait, il faut modifier à la fois le règlement 1200 sur le zonage et le lotissement. Puis, en travaillant le règlement, en fait, on s'est rendu compte aussi que si on le fait pour le logement additionnel intégré, il faudrait le faire aussi pour le logement complémentaire. C'est-à-dire que s'il y a un agrandissement de l'habitation principale pour venir implanter un logement complémentaire à l'intérieur, il faudrait lui aussi le soumettre aux usages conditionnels. Question d'équité, en fait, là, parce que c'est à peu près la même fonction. Puis, donc, il faut le faire pour les deux. Enfin, en tout cas, on vous propose, on vous suggère fortement de le faire pour les deux. C'est ce qu'on vient proposer ici, qu'un logement complémentaire est permis dans une habitation unifamiliale isolée. Par contre, c'est conditionnel à l'approbation du conseil municipal pour une demande d'autorisation de l'usage au règlement sur les usages conditionnels s'il y a un agrandissement du bâtiment principal. Puis ça, à la fois pour le complémentaire que pour le logement additionnel intégré. Et ensuite, dans le règlement... Est-ce que c'est une question de précision sur un point Oui. OK, c'est bon. Ensuite, le règlement 1206 sur les usages conditionnels, bien, en fait, on vient rajouter le fait qu'un logement complémentaire qui nécessite l'agrandissement de l'habitation unifamiliale isolée et le logement additionnel intégré qui nécessite aussi l'agrandissement de l'habitation unifamiliale isolée sont soumis au règlement sur les usages conditionnels. Le septième point qui avait été demandé pour une modification au second projet, c'était d'avoir un critère pour un nombre suffisant de cases pour les occupants dans le règlement sur les usages conditionnels. On vous propose d'ajouter le critère numéro 7. En fait, on avait déjà 6 critères qui étaient vraiment spécifiques au logement additionnel détaché. Puis, on en rajouterait un septième. Qui serait les espaces de stationnement aménagés sur le terrain répondent aux besoins des occupants des deux logements. Puis, évidemment, si on rajoute les logements complémentaires et les logements additionnels intégrés qui ont besoin d'un agrandissement du bâtiment principal, bien, ces mêmes critères-là vont être appliqués aussi là, pour ces unités-là. Le point 8, ça traitait en fait qu'on
on l'autorisait uniquement pour les habitations unifamiliales isolées. Et puis, il avait été demandé de pouvoir le faire aussi pour les logements additionnels, en fait, de pouvoir le faire aussi pour les habitations bifamiliales isolées, de pouvoir ajouter une unité détachée. Donc, on vous propose de le permettre, en fait, en venant rajouter cet item-là dans la section sur les logements additionnels détachés. Donc, on le permettrait pour une habitation unifamiliale isolée et sur un terrain occupé par une habitation bifamiliale isolée. Donc, les deux seraient permis dans ces cas-là. Le 9e point, c'était aussi de le permettre, là on parlait du bifamilial, mais de le permettre aussi pour les habitations unifamiliales qui ont déjà un logement complémentaire à l'intérieur. Donc, logement complémentaire, là, c'est vraiment, c'était la notion de logement intergénération là, pour la ville de Sherbrooke. Donc, ce qu'on ferait en fait, puis encore là, c'est encore une question d'équité, là. On a le logement complémentaire, puis on a le logement additionnel intégré qui finalement dans les faits, ça ressemble un peu, là, mais pas dans les. Certaines normes varient. Donc, il faudrait le faire aussi pour les deux. Donc, si on a une unité complémentaire dans l'habitation et qu'on peut rajouter une unité détachée, bien, il faudrait pouvoir le faire aussi si on a une unité intégrée à l'habitation, de pouvoir rajouter une unité détachée. Donc, c'est les modifications qu'on propose ici, là, de pouvoir jumeler un logement complémentaire. En fait, on nomme pas qu'il ne peut pas être jumelé à une habitation détachée. Donc, ça le permet, là, en fait. Puis, on ne peut pas, par contre, jumeler une unité intégrée avec une unité complémentaire. Il ne faudrait pas. Là, on aurait comme 2 logements intégrés dans l'habitation principale. Fait que là, c'est pas vers ça qu'on va aller, mais c'est vraiment d'avoir une unité détachée, puis de permettre à l'intérieur du bâtiment principal d'avoir soit un logement additionnel intégré ou un logement complémentaire. Le 10e point, c'était concernant, bon, là, on avait une superficie maximale de 70 mètres carrés, puis il avait été mentionné dans les cas où on veut transformer un bâtiment accessoire qui est déjà existant, mais qui a plus de 70 mètres carrés, est-ce qu'on pourrait le permettre? Donc, pour le permettre, on vous propose une modification au règlement de zonage, en fait, sans passer par le règlement sur les dérogations mineures. Donc, ça serait déjà intégré comme une norme à l'intérieur du règlement de zonage. On rajouterait que la superficie est limitée à 70 mètres carrés. Mais toutefois, pour tout bâtiment accessoire existant à l'entrée en vigueur du présent règlement, la superficie au sol totale excédant la superficie de 70 mètres carrés pourra être utilisée afin d'y aménager un logement additionnel détaché. Et là, on parle de superficie au sol parce qu'on ne veut pas non plus que si c'est un garage 2 étages, qu'il puisse faire les 2 étages, là. Donc, si on a 100 mètres carrés au sol, mais on ne veut pas permettre 200 mètres carrés de logement additionnel détaché, là. Fait que c'est vraiment la superficie au sol du bâtiment accessoire existant. Je vous ai fait une petite synthèse, en fait, des 6 éléments de modification au règlement qui sont proposés. Le premier élément, c'est d'ajouter que l'une des 2 unités doit être occupée par une personne dont la dite unité constitue sa résidence principale. Le deuxième point, c'est de soumettre les logements complémentaires et les logements additionnels intégrés au règlement numéro 1206 relatif aux usages conditionnels lorsque l'ajout du dit logement nécessite l'agrandissement du bâtiment principal. D'ajouter un règlement sur d'ajouter un critère, dans le règlement sur les usages conditionnels afin de s'assurer qu'il y a un nombre suffisant de cases de stationnement pour les occupants. Le point 4, d'ajouter les terrains occupés par une habitation bifamiliale isolée dans les habitations admissibles à l'aménagement d'un logement additionnel détaché. Le point 5, autoriser les logements additionnels détachés comme usage complémentaire aux habitations unifamiliales isolées où sont aménagés un logement complémentaire ou un logement additionnel intégré. Et le 6e point, autoriser l'aménagement d'un logement additionnel détaché dans un bâtiment accessoire existant dont la superficie au sol totale excède la superficie de 70 mètres carrés. Ça fait le tour des modifications là, qui sont proposées pour l'adoption des nouveaux projets de règlement. Merci beaucoup.
Ça fait un bon tour de roue. Moi, j'ai quelques petites questions, mais je vais laisser les membres qui ont levé la main intervenir en premier. Donc, Madame Louze. Oui, bon, je suis contente, on s'achève, hein? Puis je pense que vraiment, en général, ce qui est là sur la table, c'est vraiment, ça répond, ben, en général, l'ensemble des préoccupations que moi, j'avais entendues en général pour la consultation, ben, pour ceux qui avaient des inquiétudes, mais qui n'étaient pas complètement contre, évidemment. Mais c'est ça. Et moi, c'est sûr que, tu sais, quand nous, on garde euh, de proposer un nouveau règlement, c'est sûr que moi, je suis tout le temps en tête, je garde tout le temps en tête, est-ce que ça va être un règlement, que ça va être facile de s'appliquer ou on va revenir tout le temps en dérogation mineure? Fait que je suis contente de voir la solution qu'on avait trouvée pour, admettons, des garages qui sont déjà construits puis qu'on peut le transformer sans que ça revienne nécessairement en dérogation mineure. Ben, si c'est déjà là, ça va être réglé. Fait que ça c'est bien. Toutefois, je me pose toujours la question, le pourquoi qu'on avait décidé de limiter ça à 70 mètres carrés, parce que quand il s'agit justement d'un garage détaché, est-ce que nous, on limite la grandeur? Est-ce que nous, notre règlement, il limite la grandeur? Puis C'est 70 mètres carrés. Et pourquoi qu'il existe des... Parce que, OK, dans ce cas, pourquoi que c'est nécessaire de mettre ça? Pourquoi qu'il existe quand même de... Parce que là, on suppose qu'il va exister de garages détachés qui dépassent les 70 mètres carrés. Ben, c'est pour les règles, c'est ça, en fait, c'est les garages qui étaient là existants avant, qui étaient peut-être dans une autre municipalité aussi, d'autres normes qui ont été en vigueur auparavant. Mais c'est sûr que si la personne construit son garage aujourd'hui, elle va être limitée à 70 mètres carrés. Puis l'intérêt de mettre justement 70 mètres carrés, c'est que si le logement redevient un garage, mais il va encore être conforme, là. On n'aura pas besoin de venir le régulariser, là. Fait que peu importe la grandeur du terrain, le garage qu'on autorise, c'est tout le temps 70 mètres. C'est ça, à l'intérieur du périmètre urbain, là. On parle de terrain jusqu'à 3000 mètres carrés. Oui, c'est ça, 3000 mètres carrés. Donc, c'est sûr qu'en milieu urbain, là, c'est rarement plus grand que ça, là. Très, très rare. Oui. Fait que bon, dans ce cas, super. Dans ce cas, ça veut dire que justement, ça répond vraiment, si c'est déjà comme ça, on n'aura pas tant de dérogations mineures que ça, là. Puis ça, on est en train de valider justement parce que là, présentement, les dérogations mineures s'appliquent aux bâtiments accessoires, mais pas nécessairement à l'usage de logements additionnels détachés. Fait qu'il faudrait voir les critères qu'on veut mettre ou les éléments qu'on veut rajouter si on veut vraiment permettre qu'il y ait des petits ajustements qui puissent être faits par dérogation mineure, là. Non, ça, On est c'est rajouter sûr. les règlements en conséquence. Parfait. Puis un autre point que je voulais juste aussi féliciter, que je pense qui répond vraiment à plusieurs inquiétudes, c'était par rapport à l'intégration. Tu sais, les gens s'inquiètent beaucoup justement, ben, là, dans les quartiers, tu sais, comment est-ce qu'on va pouvoir contrôler, puis le fait d'avoir ajouté l'usage conditionnel à l'agrandissement d'un bâtiment, je pense que aussi ça va bien répondre là, à toutes ces inquiétudes-là, parce que si je comprends bien, c'est un outil réglementaire qui va nous permettre aussi justement de contrôler un peu l'intégration de cet agrandissement-là qui n'aille pas par rapport là, avec le voisinage. Est-ce que c'est bien Ben ça oui, aussi c'est l'objectif? vraiment pour venir, dans le fond, s'assurer que l'agrandissement, par exemple, est fait en considérant la présence des arbres, Voilà. la proximité des voisins. C'est tous les critères, dans le fond, qu'on a déjà au règlement sur les usages conditionnels, là. C'est ça. Fait que c'est super. Ben, merci. Merci, Monsieur Charon. Oui, merci, Madame la Présidente. J'ai toujours le souci, moi, du travail qu'on donne à nos inspecteurs, à ceux qui vont mettre en application le règlement. Donc, dans ta synthèse, ajouter des critères pour le nombre suffisamment de cases de stationnement. Si on se réfère au règlement, à la page, je pense que c'est numéro 6, la page 4.2.3 en fait, les critères spécifiques au logement, quand on rajoute le point 7 là, qui dit les espaces de stationnement aménagés sur le terrain répondent aux besoins des occupants des deux logements.
Normalement, avec une norme, on va dire, ben, il y a tant de chambres, ça va prendre tant de cases, ou je sais pas, on se rattache à des chiffres. Là, ici, avec une phrase généralisée comme ça, est-ce que vous prévoyez c'est sujet à interprétation, en fait. Est-ce que vous pourriez prévoir le temps que les inspecteurs vont passer à essayer de réglementer ça? Ben, c'est vraiment un critère. Fait que c'est pas les inspecteurs qui vont venir évaluer ce critère-là. Là. Ça va vraiment être au niveau du comité consultatif d'urbanisme par une première fois là, pour venir. Puis ça, c'est un dossier qui va être préparé soit par les agents professionnels, là, fort possiblement. Donc, c'est pas les inspecteurs. Là. Vu que c'est pas vu que c'est pas une norme, effectivement, ça sera pas les inspecteurs qui vont l'appliquer. Donc, si je prends comme exemple un voisin qui fait une plainte parce qu'il n'y a pas assez de stationnement, exemple, il va se baser sur quoi pour juger de la situation? Mais là, présentement, on exige une seule case de stationnement par habitation unifamiliale isolée. C'est sûr que déjà présentement, si le voisin se plaint puis qu'il y a déjà une case sur le terrain, on Ça peut pas être. s'arrête à ça. Ben oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est OK. sûr que ça va être un peu le même principe, là, si on n'exige pas de case additionnelle pour le logement additionnel. Ben, il va y avoir une seule case obligatoire sur le terrain, là. C'est pour ça qu'on met un critère supplémentaire, évidemment, si on sait que c'est pour abriter des parents avec une famille dans l'autre habitation, ben, on sait que probablement qu'il va y avoir plus qu'une voiture qui va être utilisée. Donc, on va demander qu'il y ait plus qu'une case sur le site. Là. Parce qu'autrement, l'autre pression qui va peut-être exister, c'est le fait qu'on va mettre la pression sur les services de police, là, s'il y a des plaintes, là, puis c'est pour le stationnement. C'est beau, merci. Merci, M. Charon. Je pense que l'idée, parce qu'on s'est creusé beaucoup la tête, là, je pense que c'est revenu même ici en discussion, mais aussi parce que si on met un minimum ou un maximum, bien là, on s'expose à avoir des surfaces trop grandes de stationnement ou trop petites. Puis là, on se disait, bien, ce qu'on veut absolument, par contre, qu'il soit dans le règlement, c'est qu'il y ait une notion dont on est obligé de demander, bon, pour quel type d'habitation vous le prévoyez, ça va être quel type de personnes, et que les gens planifient ce qu'ils vont avoir besoin de comme stationnement réellement. Et ça va être peut-être modulable dans le temps, c'est-à-dire que ça se peut que les gens fassent ça dans un projet bigénérationnel, où c'est une personne âgée qui va venir s'installer, qui n'a pas de véhicule, mais que quand la personne n'est plus apte à occuper son logement, ça devienne un autre. Et là, ils pourront réévaluer leurs besoins en stationnement. Puis nous, on va pouvoir c'est plus malléable comme ça et ça permet de s'ajuster selon les temps parce que notre but, je pense, est de ne pas créer du stationnement pour rien alors qu'on sait qu'on a besoin de minéraliser moins puis qu'on ne veut pas, qu'on veut promouvoir moins d'automobiles dans notre parc autoroutier. Ça répond bien? Oui. Donc, troisième, Madame Lefebvre. Oui, ben, justement, ben, j'ai quelques questions, mais justement par rapport à ça, tu sais, c'est écrit, ajouter un critère, mais comment concrètement ça va être formulé? Et puis, tu sais, justement, pour qu'on soit capable de faire un suivi là-dessus, parce qu'effectivement, tu sais, peut-être à la demande, ben, c'est des gens qui n'ont pas de voiture, mais après, il va y avoir des gens avec des voitures, tu sais. Comment, concrètement, on va faire ça? Je sais pas si vous voulez répondre au fur et à mesure ou si je pose toutes mes questions, oui? Oui. Ce que vous voulez savoir, c'est si ça peut être réévalué au fil du temps, là, de ce Ben, c'est critère-là? comment on va faire le contrôle de ça? Puis parce que c'est écrit ajouter un critère, il va être formulé Ben, c'est comment le qu'on va. critère, en fait, le 7e critère là, que je propose, là, OK, c'est ça. OK, oui, d'accord. c'est vraiment OK, celui-là. excusez. C'est les espaces de stationnement aménagés sur le terrain répondent aux besoins des occupants et des deux logements. OK, donc en Donc, faisant la demande, ils doivent nommer combien, tu sais, quel type de logement va est-ce qu'il pouvoir prévoit que accueillir la personne a une qui? auto? Si, dès que la personne a une C'est auto ça. ou un véhicule, il faut donc prévoir dans le projet et le projet va être autorisé avec des cases de stationnement qui vont avec. Si il nomme que la personne n'aura pas de véhicule, fait que nous, c'est par dossier, on va savoir combien a été OK. autorisé. Ils peuvent Donc c'était revenir. vraiment à la demande, mais le suivi, on verra, on traversera le pont quand on sera Même si on mettait un minimum ou un maximum, c'est un peu la même chose, c'est qu'on Oui, oui, sait tout pas à fait. au Tout moins à là, on fait. sait ce qui a été. Mais tu sais, c'est dans la même idée de pas alourdir pour les services aussi, là. Tu sais, il faut que ce soit pratique pour tout le monde. Hem, Il y a un complément ou non, ça va. non, tout
C'est ça, hein? Oh, puis c'est évolutif, là. Ce qui est sûr, c'est que là, on y va à la déclaration. Il faut faire confiance à la personne Oui, qui le tout à déclare. fait. Mais si après ça, il y a des plaintes systématiques pour dire que ça ne fonctionne pas, puis Oui, c'est l'hiver, vrai on que ça va s'inquiète, être un indicatif ça pour veut nous, dire que la là. personne a fait Oui. une déclaration qui n'était pas exacte. Puis là, c'est un usage conditionnel. Fait qu'on on a des leviers aussi. OK, effectivement, effectivement. Bon, autre question, tu sais, moi, je comprends la réflexion de se dire résidence principale et cetera, mais tu sais, dans toute la, c'est l'enjeu des logements étudiants, j'ai l'impression qu'on se tire dans le pied à rajouter ça. Tu sais, parce que les étudiants veulent pas nécessairement, tu sais, tout changer leur adresse. Tu sais, parce qu'ils sont là peut-être parfois pour 1 an, 2. Mais c'est pas dans le logement additionnel qu'il faut être résident, que ça soit sa résidence principale, c'est dans le logement qui. Ben, en fait, ça pourrait être l'une des 2 unités, là. Fait que ça pourrait être la résidence principale ou le logement additionnel. OK, donc c'est pas pour les 2. Non, Eh non, pas mon pour les Dieu, 2. je suis vraiment OK. Mais non, mais c'est mieux de le clarifier parce que Mais si non, vous mais tout l'aviez à fait. entendu, Moi, je pensais que c'était vraiment pour l'additionnel. c'est qu'une des 2 personnes qui habitent sur le terrain, ça doit Oui, être mais sa ça résidence ça OK. principale. Ça, Donc, on ne tu peut pas avoir oui. justement juste d'allocation pour Juste des que étudiants. OK, d'accord. OK, c'est Exemple. bon. Puis, ben, j'imagine vous me voyez venir avec le périmètre urbain. Qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse aller de l'avant? Est-ce qu'on pense vraiment que ça va être des critères complètement différents? Ou, tu sais, parce que je me disais justement, tu sais, si on fait un tour de roue de plus, peut-être qu'on peut, passer les 2 en même temps. C'est quoi qui est encore à vérifier là? Vous en Ben, il y avait êtes où dans le les processus? grandeurs de terrain, entre autres, là, pour, puis, je sais qu'il y en a aussi qui ont émis l'idée que, vu que les terrains sont beaucoup plus grands, est-ce qu'on pourrait avoir des unités plus grandes aussi? Fait que c'est toute cette notion-là. Il y avait les fosses septiques aussi, le nombre de chambres, qu'on n'a pas vérifié honnêtement là, parce que justement on le voyait vraiment comme dans un deuxième temps. Je pense qu'on serait un petit peu trop rapide de venir l'autoriser tout OK, de donc suite. ça n'a pas encore été, Non, c'est pas ça, encore exactement. Puis, en fait, on voulait vraiment, dans un premier temps, venir le favoriser dans le milieu oui, oui, urbain là, pour ben, les c'est normal, services il qui faut le sont déjà densifier. offerts, le transport en commun, et Ouais. cetera, c'est ça. OK, parfait. Puis, question technique, justement, quand ils vont faire la demande, est-ce que c'est juste une analyse administrative ou est-ce que ça va devoir passer en CCU ou, comment vous voyez le cheminement des autorisations pour, Les usages conditionnels. Ben, en fait, dès que c'est détaché ou que ça demande un agrandissement, comme c'est en usage conditionnel, on doit aller en CCU c'est d'arrondissement ça? et ensuite, c'est le conseil municipal qui donne l'approbation finale. OK, donc c'est ça le cheminement, ça va quand même passer. OK, parfait. Je voulais juste valider ça, je C'est juste savais pas quand s'il y avait un statut différent pour ça ou Oui, c'est un règlement discrétionnaire comme une dérogation mineure ou un PIA. c'est ça? Sauf que là, c'est le conseil municipal et non pas le conseil d'arrondissement qui prend la décision finale. Puis la résolution donne l'autorisation. C'est pas un processus long comme un amendement de zonage à chaque Oui, fois, oui, là. tout à fait. Fait qu'on gagne en rapidité, là, une OK, fois. mais le cheminement, c'est vraiment ça. Ouais. Parfait. C'était tout pour mes questions du jour. Merci beaucoup, Madame Berthold. Oui. Alors, il faut se rappeler que je m'étais opposée au retrait du cheminement, de cette modification réglementaire, voulant qu'on soustrait le processus référendaire au moment du dépôt de cette modification réglementaire. J'aurais des petites questions. Garage existant. Moi, j'ai un citoyen là, qui a fait un garage en 2023 et je soupçonne fortement que c'est dans l'optique de l'habiter. Sauf que pour le moment, on nous dit que non, il n'y a pas d'habitation, mais il est très gros ce garage. Est-ce qu'il y aura un droit acquis avant que cette nouvelle portion ou ce nouveau règlement-là soit adopté? Qu'est-ce qui arrive si jamais il décide de faire un logement et que sa superficie au sol est plus grand que ce qu'on demande? Et s'il l'a construit en 2023, puis qu'il y a plus que 70 m²? Faudrait voir parce qu'il est peut-être même pas conforme là, en fait, là. Fait qu'il faudrait voir, c'est En quoi la situation exactement, là, Ben, mais semblerait-il qu'il l'est. OK.
Sauf que mon inquiétude, c'est, et je parle de lui, mais probablement qu'il y en a d'autres sur le territoire. On fait quoi? Est-ce que c'est un droit acquis ou à ce moment-là, l'inspecteur va débarquer et il va dire, vous ne pouvez pas le faire ou on n'émettra pas le permis pour un logement accessoire? Il n'y a pas de notion de droit acquis OK. s'il l'a fait avant que ce soit autorisé. S'il le fait illégalement, là, je parle. Mais s'il est déjà installé en logement puis qu'il veut se régulariser, il devra passer par le. Mais il n'est pas en logement, là. Il ne l'est pas, mais s'il veut le devenir, il va falloir qu'il fasse Fais le demande en processus. vertu des Si images son garage est plus grand que 70 mètres carrés, Ben ben là, là, il faudra qu'il s'adapte. comme Stéphanie dit, il n'est pas supposé avoir un garage plus grand. S'il le fait Ben, non conforme, il n'y a pas de droit acquis. Selon ma compréhension, si son garage est déjà pas conforme, il faut qu'il régularise ça avant de ça. faire une demande pour un logement additionnel, normalement, j'imagine. Parce que Oui. Ben, en tout cas, il n'y a pas de droit acquis assurément. Est-ce qu'on va vouloir le régulariser en dérogation mineure On verra. ou autrement? Là, OK, pas de parfait. Pour le stationnement, bon, on voit de plus en plus dans les différentes rues de la ville, dans les rues résidentielles, Madame Dauphinet le soulève souvent le point, et que des gens décident pour une raison, bon, on a l'entrée charretière, qui définit la grandeur et la largeur de l'entrée charretière proportionnellement à ce qui est occupé sur le territoire. Bon, alors là, il y a des gens qui décident d'enlever leur bordure, puis d'agrandir le stationnement pour faire justement permettre qu'une autre voiture se stationne. Oui, vous semblez surprise, Madame Marie, mais oui, effectivement, et c'est vraiment, vraiment, il y en a tout le temps. Alors, comment on va faire pour contrôler, vous l'avez expliqué, je l'ai compris dans votre règlement, mais on vit déjà ce problème-là de stationnement et nos inspecteurs, probablement qui ne sont pas capables de répondre à la demande, là. On fait quoi? On dénonce, on appelle, on fait une plainte, on Tes réponses sont ouais, c'est ça, tes réponses sont bonnes, tu viens de gagner. ben, tu sais, c'est que, en fait, qu'on mette des normes, pas de normes, tout ça, c'est quand ça contrevient, c'est le gros nerf de la guerre, on s'entend. Ah oui, on s'entend. D'avoir des gens sur le terrain qui peuvent venir le contrôler, mais c'est sûr que c'est en plainte parce que même si on met la norme, on ne s'assure pas que les gens vont la respecter. OK. Fait qu'on- Mais je pense que ce règlement-là, en tout cas, donne un bon contrôle du stationnement, j'espère, et et ça relève toujours aux propriétaires, ben, la bonne foi des gens, là. Tu sais, c'est toujours ça, là. Et on fait des règlements pourquoi? Pour ceux qui dérogent des règlements. Ah, ça a toujours été et ça sera toujours ça. Donc, malgré tout, mon opposition du fait qu'on ne pouvait pas aller, qu'on se soustrayait au processus référendaire, chose que je trouve très importante, que l'on consulte quand vient le temps, la population sur ça me tente-tu ou ça me tente pas, nonobstant du fait que ben, des fois, c'est du pas dans ma cour. Mais ça, je pense qu'on a assez d'expérience, tout le monde pour être capable de saisir ça. Étant une fille qui a toujours dit que oui, on peut livrer des batailles, puis on peut dire non, je suis pas en accord. Exemple, le plan nature, je me suis opposée au plan nature, mais je travaille pour qu'il se réalise et qu'il se fasse et dans la bonne foi et dans mon intégrité et tout. Ben, ce sera la même chose pour le logement additionnel. Merci d'avoir quand même apporté les différentes modifications et on essaiera de bien travailler avec la population pour faire en sorte que ça fonctionne bien sur le territoire de la ville de Sherbrooke. Peut-être juste compléter sur le fait qu'il va y avoir quand même des consultations publiques qui vont être faites, mais il n'y aura pas de possibilité d'approbation référendaire. Oui, c'est. Mais Non, il y a mais quand même une. on n'est pas le fer d'emblée, Madame Côté, s'il vous plaît. Merci, Madame Bertha. Puis, tu sais, je pense que ça a été ça a été un dilemme pour tout le monde, là. Tu sais, quand on parle d'approbation référendaire, c'est très sensible, mais il faut penser aussi que c'est souvent la façon dont est faite en ce moment la loi sur l'approbation référendaire, c'est très centré sur vraiment. Mais tu sais, on parlait pas dans la cour parce que c'est vraiment juste la proximité. Fait qu'on a de la difficulté à avoir une vue d'ensemble pour un quartier ou pour un. Fait que c'est ça qui est difficile en ce moment avec la façon dont c'est fait. Mais c'est sûr que l'idée, c'est pas d'enlever une voix aux citoyens. On essaye, par contre, de aussi penser au collectif quand on fait ça, puis de se dire c'est quoi qui est bien pour la population dans son ensemble face à la crise du logement qu'on vit en ce moment. Mais merci beaucoup, Madame Bertol. Madame, là, j'ai un deuxième tour. Est-ce que je peux me permettre de faire juste mes petites questions
questions, puis après ça, je commence un deuxième tour. Moi, il y avait un point que je me demandais parce que dans les consultations, il est ressorti beaucoup les arbres. Puis on se disait qu'en gérant avec l'usage conditionnel, les arbres matures, on pouvait essayer de voir à ce qu'il y en ait moins possible de couper, mais on ne l'a pas nécessairement indiqué. Puis je me demandais si dans un des critères, là, moi je regardais le critère numéro 2, la location du bâtiment sur une insertion harmonieuse sur le terrain et privilégie de préserver les arbres matures. Est-ce qu'on pourrait l'ajouter dans un critère pour quand même que ça soit vraiment indiqué noir sur blanc? Moi, je pense que ça fait écho à ce qu'on a beaucoup de choses qu'on a entendues quand même pendant les consultations. Là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui serait. Oui, on pourrait le rajouter. Je cherchais en fait les critères actuels parce qu'il y a déjà des critères généraux qui s'appliquent pour chacun des terrains. En fait, chaque cas, en fait, qui est soumis aux usages conditionnels. Puis il y avait une notion justement de conserver les arbres là, le plus possible sur le terrain. Fait que c'est pour ça qu'on ne l'avait pas rajouté pour les logements additionnels détachés spécifiquement. Mais on pourrait quand même le répéter si on veut vraiment que ça soit clair et précis que ça En tout cas, s'applique moi, aux deux. je pense que ça a été une des craintes qui a été beaucoup soulevée. Fait que je serais rassurée de le voir. Mais s'il existe déjà, au moins en consultation, il faudra le nommer, là, mais même de l'ajouter puis de vraiment privilégier ça, je pense que ça serait intéressant quand même au niveau des logements additionnels. Je repars les tours, Madame Louze. Ben, moi, j'ai seconde Geneviève. Là. C'est une bonne idée de le préciser s'il n'y a pas d'enjeu pour vous. Ça serait une bonne idée de le préciser. En effet, c'était quelque chose qui avait été dit à plusieurs reprises. Puis même quand on lisait le résumé des autres, pas juste à des nations, là. Mais sinon, ah oui, c'est ça. C'était une question que j'avais oublié de poser quand c'était mon tour. C'est pour ça que j'ai révisé. Parce que là, on parle vraiment de logements nécessairement isolés. Fait que ça veut dire que si la personne a une maison jumelée, puis qu'elle a un garage derrière détaché, elle ne peut pas transformer le garage. C'était pourquoi déjà? Quand on a des habitations jumelées, on a souvent des terrains beaucoup plus petits, puis les voisins sont aussi beaucoup plus près. Puis on a aussi des fois des problèmes d'aménagement de stationnement parce que justement c'est moins large. Puis même, je vous dirais même présentement, là, qu'il n'y a pas d'unité ajoutée, là, c'est déjà problématique pour certains terrains là, pour venir ajouter les cases pour les habitants déjà. Là. Fait que c'est pour ça qu'on ne voulait pas, dans un premier temps, déjà le permettre là, pour les habitations jumelées. Puis souvent, c'est des habitations aussi un peu plus petites. Là. Parce qu'il y a et puis, moi, je n'avais pas, en tout cas, je n'avais pas réalisé que c'était ça qu'on avait dit au départ, là, que c'était des maisons isolées. Il y a une citoyenne qui m'avait contactée. Justement, d'abord, c'était pour les projets à l'envolée parce que c'est en couple, ils ont un enfant qui fait partie de le spectre de l'autisme. Il est rendu adulte. Puis, eux, tu sais, c'est ça qu'ils disaient. Ils disaient, ben nous, on sait qu'ils ont adoré le projet L'Envolée, mais ils n'ont pas de place. C'est comme, il y a une file d'attente immense. Ils ne savent pas quand est-ce que ça va se réaliser. Puis ils n'attendaient que ça passe notre projet pour qu'ils puissent transformer leur garage en logement. Mais leur maison, c'est une maison jumelée. Fait que là, j'étais comme, ah oui, ça va passer bientôt. Là, quand j'ai vu isolé, oh mon Dieu, OK. Fait qu'ils pourront pas. Fait que c'est sûr que ça me fait un peu, mal au cœur, là, parce que c'est aussi, c'est pas tout le monde qui a aussi des conditions financières, là, d'avoir une maison isolée, là, ça coûte quand même plus cher. Là. Puis, ils ont déjà un bâtiment accessoire dans leur terrain. Ça aurait été vraiment simple de le transformer, là, pour que leur fils puisse, puis en tout cas, vous connaissez un peu, là, c'est quoi les enjeux que ces gens peuvent vivre, là. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, OK, je n'avais pas le concept d'isolé. Est-ce que, OK. Fait que là, pour une première étape, je comprends que c'est non. Éventuellement, dans le cadre aussi du PU, on souhaite réviser plusieurs de nos règlements. Fait que, on pourrait peut-être éventuellement. Puis je comprends aussi, comme les préoccupations de Mme Lefebvre là, pour les gens qui se sont prononcés, qui voulaient aussi en dehors du périmètre urbain. Je comprends que le règlement, il doit quand même être un peu différent à l'extérieur du périmètre urbain
parce que ça répond à d'autres besoins. Finalement, la configuration est complètement différente, les besoins ne sont pas les mêmes. Fait qu'on pourrait aussi peut-être éventuellement envisager d'autres situations aussi pour, en tout cas, d'autres nouveaux règlements qui pourraient répondre à ce besoin aussi. C'est bon, merci. Oui, parce que je serais curieuse, dans un deuxième temps, autant il faut, je pense, faire un petit portrait de ce qui serait possible en milieu plus rural, en dehors du périmètre urbain. Mais au niveau des jumelés, je serais curieuse même de voir, il y en a combien qui ont un terrain qui est plus grand que 450 mètres carrés, parce que souvent, c'est beaucoup plus petit que ça. Fait que même déjà à la base, ça serait un peu dérogatoire par rapport à ce qu'on essaie de se donner. Mais effectivement, ça serait intéressant de le regarder un peu. C'est quoi le portrait sur le territoire des jumelés en ce moment? C'est quoi à peu près les dimensions? Puis qu'est-ce qui pourrait être faisable de ce côté-là? Puis est-ce qu'il y aurait quand même des outils réglementaires qui permettraient, admettons, déroger à un projet particulier? Non? Un PPC moi, un PPC moi pourrait être demandé à la limite. Oui. OK. L'amendement cas par cas là, à ce moment-là, mais avec la procédure longue, puis c'est susceptible d'approbation. Ben, en tout cas, ce ne serait peut-être pas susceptible vu que c'est un logement additionnel, là, mais enfin. OK. Ben, d'accord. Ça serait Il y a un espoir. C'est bon, merci. Ouais. Merci. J'irai à Mme Dansereau. J'avais juste, pardon, 2 petites précisions, là. Vous l'avez mentionné, étant donné que, il y a le règlement, les logements additionnels détachés et quand il y a un logement, complémentaire qui a un agrandissement, ça serait géré par usage conditionnel, ça passerait par le CCU. Je voulais revenir sur la question des cases de stationnement, juste pour que ça soit bien clair. Dans un cas de figure qu'on a déjà dans la résidence principale, un logement complémentaire, puis un logement additionnel détaché qui est ajouté, ça passe par, l'ensemble des critères que Stéphanie vous a présentés un peu plus tôt et vous pourriez ajouter comme condition s'il y a 3 occupants différents, logement complémentaire, résidence principale et logement additionnel détaché, vous pourriez demander comme condition l'ajout d'une case de stationnement. Donc, c'est une condition qui peut être attachée, à l'autorisation. Puis l'autre chose que je voulais signaler, c'est à la page, 16 de la présentation. Je m'adresse particulièrement à Madame Côté. Je pense qu'on devra enlever au nouveau critère ajouté de parler, plutôt que de dire de 2 logements, juste 2 logements parce qu'il peut en avoir plus que 2 dans ce cas de figure-là. Merci, Mme Dansereau. Monsieur Charon. Merci. Notre plan d'urbanisme, je sais qu'il est tôt, on va le faire. J'essaie de voir comment est-ce qu'on rejoint les choses, parce que là, on discute de choses comme Mme Luz, l'intervention de Mme Luz, que c'est qu'on va aller plus loin, bien sûr. Mais où est-ce que c'est qu'on arrête puis dit, ben là, ça va se faire dans le plan d'urbanisme, ça va être plus efficace ou. En tout cas, je me pose cette question-là parce que moi aussi, comme Mme Portel, j'avais voté contre, mais pour rien pour le référendum, mais parce que le plan d'urbanisme, je pense que ça va inclure tout ça de toute façon. Donc, oui, on a un problème de logement, mais en tout cas, on peut partir ce débat-là, là. Mais c'est juste parce que moi, je trouve que le plan d'urbanisme qui s'en vient, c'est un gros morceau, puis le gros du travail devrait se faire là aussi. Tantôt, Mme Côté, ça a mentionné les grandeurs du terrain, ça va se faire dans un deuxième temps. Tantôt, vous aviez demandé qu'on était pour évaluer les grandeurs de terrain, puis ça, c'était pas se faire dans un deuxième temps. Ben, en fait, c'était plus pour le milieu rural parce que c'est des grands terrains. Peut-être y aller par pourcentage, là, j'ai mis une hypothèse, là, mais peut-être que ce ne sera pas une superficie maximale, ça va peut-être être un pourcentage du terrain. On verra comment ça peut s'appliquer. Okay. Mais encore là, est-ce que c'est quelque chose qui serait plus favorable de traiter quand on fait notre plan d'urbanisme plutôt que d'isoler ça ici? Ou, Ben, en fait, à l'intérieur du plan d'urbanisme, c'est vraiment des orientations. Fait que c'est sûr que là, on parle d'une modification réglementaire avec des normes. Donc, je ne le mettrai pas nécessairement dans le plan d'urbanisme. Je pense que Mme Anger voulait donner une réponse aussi là-dessus, là, mais il faut comprendre le plan d'urbanisme, on va s'entendre sur des orientations. Puis après ça, c'est quand on va harmoniser notre réglementation au plan d'urbanisme que là, on va revenir réouvrir notre réglementation. Puis là, il va y avoir des possibilités de modification. Mais je vous laisse la parole, Mme Anger.
Mais en fait, c'est exactement ça. Le plan d'urbanisme, on est vraiment à un plus haut niveau, hein, donc on est dans les grandes orientations. Donc, si on veut augmenter, en exemple, la densité sur le territoire et que justement les unités d'habitation accessoires sont un des moyens, donc la réglementation, c'est vraiment l'outil d'application. Puis, il y aura quand même également une politique de l'habitation qui viendra supporter le plan d'urbanisme et dans lequel, par la suite, il y aura d'autres modifications réglementaires à apporter. Mais rien n'empêche actuellement de poursuivre là, les dossiers réglementaires qui sont actuellement en cours. Ça n'aura pas des impacts majeurs sur le plan d'urbanisme. Merci du commentaire aussi. Merci, Mme Lefebvre. Oui, mais justement, je pense que les changements réglementaires qui vont découler du nouveau plan, ils vont arriver beaucoup plus tard. Donc, j'aimerais ça qu'on n'attende pas ce moment, s'il vous plaît. Merci. Donc, ça fait le tour des interventions. De ce que je comprends, une fois que ce nouveau projet-là de règlement est déposé, on est majoritairement à l'aise là, avec les modifications qui nous sont proposées. Il y avait la possibilité de ce que j'ai retenu dans l'orientation, il y avait la possibilité justement d'ajouter le critère de préserver au maximum les armatures, de le renommer pour être certain que ça fait partie des critères spécifiques. Et ben, je mettrai quand même note à l'atelier que la demande justement de hors périmètre urbain, qu'on aimerait ça continuer les démarches de ce côté-là, même si on considère que c'est un projet d'ensemble et qu'il y a des réflexions aussi à faire. Et oui, ça pourra s'attacher à la vision du plan d'urbanisme, mais qu'il y a des réflexions à faire aussi sur les jumelés, entre autres. Tu sais, puis, ouais. On a bifamilial, on l'a déjà intégré. Mais jumelé, ça serait de faire une petite, juste une petite, voyons, une petite étude pour voir à peu près les dimensions actuelles et tout, et s'il y a quelque chose qui serait réaliste là-dessus. Mais ça fera l'objet à ce moment-là d'une nouvelle modification, puis les gens auront l'occasion aussi de se prononcer là-dessus. Est-ce que ça vous convient comme orientation? Oui. Donc, c'est ce qui sera déposé au conseil municipal en termes. On va déposer nos orientations pour avoir l'approbation pour aller en modification, en élaboration, en fait, du projet de règlement, du nouveau projet de règlement qui devra parcourir là, toutes les étapes d'un projet de règlement, c'est-à-dire être approuvé par le conseil municipal, aller en consultation aussi en arrondissement avant de déposer le second projet. Oui. Normalement, on fait un sommaire décisionnel avec un projet Oui. de résolution. Donc, ça va être ça la prochaine étape. On revient ici présenter. Oui, avec Ouais. le clarifier, oui, désolé. La Il y a résolution quand même une étape officielle de avec plus. les recommandations. Oui, OK. Oui, tout à fait. On le D'accord. fait en sommaire décisionnel pour avoir une recommandation officielle de la Ouais. Commission de l'aménagement du territoire D'accord. et ensuite on suit le processus d'une adoption de règlement habituel. Donc, ça vous va? Merci. Ben, c'est ce qui mettrait fin à la séance de la Commission de l'aménagement du territoire du 2 novembre. Notre prochain rendez-vous est le 23 novembre. Donc, vous aurez les convocations et les ordres du jour la semaine précédant la prochaine commission. Ça risque d'être des bonnes séances normalement d'ici la fin de l'année parce qu'on sait qu'on a toujours un petit rush en bon français de fin de fin d'année. Donc, au plaisir de vous revoir le 23 novembre. Merci d'avoir été là.